Pendant l'hiver 1873, la communauté d'immigrés allemands de Milwaukee, dans le Wisconsin, murmurait à voix basse, avec crainte, au sujet d'Emma Richter, une fillette de 11 ans. Cette enfant pâle et silencieuse pouvait calculer en quelques secondes le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date de l'histoire humaine. Mémoriser mot pour mot des conversations entières après ne les avoir entendues qu'une seule fois, et réciter le nombre exact de pas séparant deux bâtiments de son quartier. Ce que la science moderne reconnaîtrait peut-être comme une condition neurologique extraordinaire était, pour les gens de 1873, soit une bénédiction divine, soit quelque chose de bien plus sinistre. Mais lorsque Emma commença à utiliser ses facultés remarquables pour révéler des secrets enfouis, prédire des accidents mortels et réciter des détails intimes de crimes que, supposément, aucune personne vivante n'avait observés, l'émerveillement de la communauté tourna à la terreur. Au printemps, 3 hommes seraient morts, une famille fuirait dans la nuit, et Emma Richter disparaîtrait elle-même sans laisser de traces, ne laissant derrière elle qu'un journal en cuir rempli de chiffres que personne n'osa décoder. Avant de poursuivre l'histoire glaçante d'Emma Richter et des sombres secrets que son esprit extraordinaire mit au jour dans le quartier allemand de Milwaukee, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous vous apportons chaque semaine les mystères historiques les plus hantés. Et dites-nous en commentaire de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Ces histoires se sont déroulées dans des communautés comme la vôtre, plus proches de chez vous que vous ne le pensez. Ce que les habitants de Brewery Town ne savaient pas, c'est que le don d'Emma allait mettre au jour une toile de mensonges, de trahisons et de meurtres soigneusement dissimulés depuis près d'une décennie, et que sa précision mathématique deviendrait le cauchemar le plus terrifiant de leur communauté. Le quartier allemand de Milwaukee en 1873 était une enclave animée de brasseries en briques rouges, de modestes maisons en bois et du mélange constant de voix allemandes et anglaises dans l'air vif du Wisconsin. La communauté de près de 8000 immigrants allemands avait bâti leur petit coin de Bavière sur les rives du lac Michigan, avec ses Biergarten, ses boulangeries traditionnelles et les rythmes familiers de la vie d'antan transplantés sur le sol américain. Les hommes travaillaient dans les brasseries, Schlitz, Best et des dizaines de petites maisons qui rendirent Milwaukee célèbre, tandis que leurs épouses cultivaient des potagers produisant les mêmes légumes que leur grand-mère faisait pousser dans le Rhin. Heinrich et Greta Richter étaient arrivés de Bavière en 1861 avec des rêves de prospérité et leur fille nouveau-née, Emma. Heinrich trouva un emploi stable de maître brasseur à la brasserie Kellner, une exploitation de taille moyenne qui approvisionnait en bière la population grandissante de la ville assoiffée. Greta prenait du linge à laver et des travaux de raccommade pour compléter les revenus, ses doigts agiles travaillant à la lueur de la bougie, longtemps avant que Emma eût été couchée dans leur petite mais propre maison de Galena Street. Les Richter n'avaient rien de remarquable, hormis leur fille. Emma était née pendant la dure traversée de l'Atlantique, avec 3 semaines d'avance et si petite que le médecin du bord douta qu'elle survive au voyage. Mais elle survécut, bien qu'elle restât frêle et pâle, avec d'immenses yeux gris qui semblaient absorber tout ce qui l'entourait avec une intensité troublante. Toute petite, elle pleurait rarement ou ne réclamait guère d'attention, se contentant de s'asseoir tranquillement dans un coin, observant et écoutant le monde des adultes se dérouler autour d'elle. À 4 ans, ses parents commencèrent à remarquer quelque chose d'inhabituel. Elle pouvait réciter des conversations entières entendues des jours auparavant, avec les inflexions et les accents précis des interlocuteurs. Elle comptait tout, le nombre de points dans la broderie de sa mère, les pas de leur porte fourni, l'intervalle exact entre les coups de sifflet de la brasserie qui marquait le début et la fin de chaque journée de travail. Lorsque Heinrich lui apprit les rudiments de l'arithmétique, elle assimila les concepts mathématiques avec une rapidité effrayante, résolvant mentalement des problèmes plus vite qu'il ne pouvait les écrire sur papier.
La communauté allemande considéra d'abord les capacités d'Emma avec un mélange de fierté et de malaise. La vieille Madame Brennan, qui prétendait se souvenir des récits de procès de sorcières de sa grand-mère, se signait chaque fois que les yeux calculateurs d'Emma se posaient sur elle. Mais le père Colère, le prêtre bavarois corpulent qui desservait leur petite paroisse catholique, déclara que les dons d'Emma étaient une bénédiction de Dieu, un enfant choisi pour manifester la sagesse divine dans leur communauté du Nouveau Monde. L'hiver 1872 avait été particulièrement rude, avec des températures si basses que le lac Michigan gela solidement pour la première fois depuis une génération. Les ouvriers des brasseries se pressaient autour des poêles à charbon, leur souffle visible même à l'intérieur, tandis que leurs femmes luttaient pour garder leur famille au chaud et nourrie pendant les longs mois amers. C'est durant cet hiver d'isolement que les capacités d'Emma commencèrent à prendre une tournure plus sombre, bien que nul ne comprît encore ce qui s'annonçait. Emma avait pris l'habitude de s'asseoir près de la petite fenêtre de la cuisine, observant les voisins vaquer à leur routine quotidienne avec la même concentration intense qu'elle appliquait aux problèmes mathématiques. Elle se mit à remarquer des motifs, non seulement dans les nombres, mais aussi dans le comportement humain. Monsieur Kruger se rendait aux brasseries par le même itinéraire en exactement 247 pas, sauf le mercredi, où il prenait un autre chemin qui en exigeait 284. Madame Fischer étendait son linge selon une séquence précise, mais lorsque son mari travaillait tard au moulin, elle en changeait complètement l'ordre. Ces observations auraient pu être écartées comme les marottes d'une enfant singulière si Aman avait commencé à verbaliser ses constatations d'une manière qui mettait les adultes de plus en plus mal à l'aise. La transformation de la curiosité en effroi commença un matin gris de février 1873. Assise à la table de la cuisine, Emma mangeait méthodiquement son petit déjeuner tandis que sa mère préparait le déjeuner de son père, lorsqu'elle leva soudain les yeux et annonça « Monsieur Dietrich ne rentrera pas de la brasserie aujourd'hui. Il mourra à exactement 14h14. » Greta faillit laisser tomber le seau en fer blond qu'elle tenait. « Emma, mon Dieu, quelle terrible chose à dire. Pourquoi penses-tu cela ?» Les yeux gris d'Emma restèrent fixés sur le visage de sa mère avec cette intensité troublante. « Il boit au petit flacon brun depuis 17 jours. Hier, il a bu 3 fois plus que d'habitude. Ses pas étaient irréguliers, 251 au lieu de ses 244 habituels. Quand les gens modifient leur schéma de plus de 10%, il se produit quelque chose de significatif dans les 72 heures. Le schéma de M. Dietrich a changé de 12%. Le calcul est simple. » Heinrich, qui enfilait son lourd manteau de laine, s'arrêta et fixa sa fille. Johann Dietrich buvait, certes, mais pas plus que la moitié des hommes du quartier allemand. L'idée qu'Emma comptait ses pas et suivait ses habitudes de boisson était déjà assez dérangeante, mais sa certitude mathématique, calme quant à sa mort, glaça ses parents d'un frisson qui n'avait rien à voir avec l'hiver de Wisconsin. « Tu ne dois pas dire des choses comme ça, Emma. Ce n'est pas convenable pour un enfant de parler de mort. » Emma hocha simplement la tête et retourna à son petit déjeuner. Mais ses parents s'échangèrent par-dessus sa tête penchée des regards inquiets. Ils s'étaient habitués aux observations peu communes de leur fille, mais ceci paraissait différent, plus sombre et plus précis que ses prononcés mathématiques habituels. À précisément 14h14 cet après-midi-là, Jan Dietrich s'effondra dans la salle de maltage de la brasserie. La cause officielle du décès fut une insuffisance cardiaque due, selon le docteur Mayer, à une intoxication alcoolique chronique. Les ouvriers qui le trouvèrent notèrent qu'il se comportait étrangement depuis des semaines, buvant plus que d'ordinaire et manifestant une forte anxiété. Mais ce qui les bouleversa vraiment, ce fut la concordance horaire. La prédiction d'Emma Richter avait été exacte à la minute. La rumeur de la sombre prophétie d'Emma se répandit dans le quartier allemand comme la fumée d'un feu de cheminée. Certains y virent une coïncidence, mais d'autres se rappelèrent la fillette pâle, aux yeux calculateurs, et se mirent à se demander ce qu'elle avait encore pu observer au cours de ces veilles silencieuses à la fenêtre de la cuisine. La famille Richter devint l'objet de conversations à voix basse et de regards en coin, le chemin de l'église ou au marché. Le père Kohler, qui avait auparavant loué les dons d'Emma comme divins, semblait désormais moins certain. Quand Heinrich l'aborda après la messe dominicale pour demander conseil au sujet de la prédiction troublante de sa fille, la jovialité du prêtre avait cédé la place à quelque chose qui relevait de l'inquiétude. « Heinrich, mon ami !» dit le père Kohler, son accent bavarois alourdi par le souci. « Il serait peut-être préférable que la jeune Emma passe moins de temps à observer les voisins et davantage à la prière. Le Seigneur nous donne des dons, oui, mais parfois le diable peut tordre même les capacités les plus innocentes vers de plus sombres desseins. » Cette suggestion troubla Heinrich profondément.
Il avait toujours été un homme pratique, plus préoccupé par la science du brassage que par les mystères de la foi. Mais même lui ne pouvait écarter l'exactitude déconcertante de la prédiction d'Emma. Le soir, il fit asseoir sa fille pour une conversation sérieuse. « Emma, tu dois me dire la vérité. Comment as-tu su pour Monsieur Dietrich ?» Emma regarda son père de ses grands yeux gris, l'expression aussi calme et analytique que toujours. « J'observe, je compte, je me souviens. Le comportement de Monsieur Dietrich a changé de manière prévisible. Quand quelqu'un augmente sa consommation d'alcool de 37% sur une période de 17 jours, tout en réduisant simultanément son apport alimentaire d'environ 20%, le stress cardiaque est inévitable. J'ai calculé le moment le plus probable de la défaillance en fonction de son âge, de son poids et des symptômes observés. » Le sang d'Heinrich se glaça. Sa fille de 11 ans parlait comme un médecin, ou comme quelque chose de beaucoup plus troublant. « Mais Emma, comment pouvais-tu connaître tous ces détails sur l'alimentation et la boisson de Monsieur Dietrich ? J'observe tout, papa. Chaque jour, chaque personne, chaque schéma. » La voix d'Emma demeurait factuelle, mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui mettait Heinrich profondément mal à l'aise. « Veux-tu que je te parle des autres calculs que j'ai faits ?» Heinrich secoua vivement la tête. Il ne voulait pas savoir ce que sa fille avait calculé d'autre sur la vie et la mort de leurs voisins. Mais en l'abordant ce soir-là, il ne put chasser l'impression que sa famille se trouvait au bord de quelque chose de beaucoup plus sombre qu'une simple curiosité mathématique. La neige de février continuait de tomber autour de leur petite maison, étouffant les sons du quartier allemand et créant un monde isolé où des secrets pouvaient être cachés et des observations faites sans être détectées. Allongée calmement dans son étroit lit, Emma laissait son esprit mathématique traiter les données du jour et calculer des probabilités qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait être capable de comprendre et certainement qu'aucune ne devrait vouloir connaître. Dans les semaines qui suivirent la mort de John Dietrich, l'atmosphère du quartier allemand de Milwaukee changea comme le vent venu du lac Michigan. Emma poursuivait ses observations quotidiennes, mais désormais ses parents la surveillaient avec une inquiétude grandissante, tandis qu'elle s'asseyait près de la fenêtre de la cuisine, ses yeux gris suivant les mouvements des voisins avec une précision mécanique. L'enfant qui avait autrefois fait leur fierté était devenu une source d'un souci profond et lucide. La communauté brassicole était soudée par nécessité. Les hommes comptaient les uns sur les autres pour le travail, leurs épouses pour la compagnie durant les longs hivers, et les enfants jouaient ensemble dans les ruelles étroites entre les bâtiments de briques rouges. Mais Emma ne s'était jamais vraiment intégrée à ce tissu social. Tandis que les autres enfants jouaient et racontaient des histoires, elle préférait rester seule, comptant, calculant et observant le monde autour d'elle avec cette intensité troublante. Greta commença à remarquer que les observations d'Emma devenaient plus détaillées et plus inquiétantes. L'enfant pouvait mentionner, d'un ton détaché, que Madame Weber rencontrait en secret M. Kellner derrière la brasserie le mardi après-midi depuis 6 semaines, ou que la famille Schneider enterrait quelque chose dans son jardin chaque dimanche après la messe. Quand Greta demandait comment Emma pouvait savoir de telles choses, la fillette expliquait simplement qu'elle avait observé les schémas et calculé les probabilités. « Les gens pensent qu'ils gardent un secret », dit Emma un matin de mars en beurrant méthodiquement son pain. « Mais ils suivent des schémas, comme les nombres. Madame Weber dit toujours à son mari qu'elle rend visite à sa sœur le mardi après-midi, mais elle fait 127 pas vers la maison de M. Kellner au lieu de 349 pas vers celle de sa sœur. Les Schneider enterrent des objets enveloppés de tissu exactement à 73 cm d'intervalle selon une grille. Ils croient que personne ne regarde, mais je regarde toujours. » Heinrich en avait assez entendu. Ce soir-là, après qu'Emma se fût endormie, il parla sérieusement avec sa femme du comportement de plus en plus troublant de leur fille. « Greta, cela ne peut pas continuer. » Emma devient contre nature. Les enfants ne devraient pas observer de telles choses, et ils ne devraient certainement pas en parler avec autant de froideur. Greta acquiesça, les mains tremblantes, tandis qu'elle rapiéçait une chemise de travail de Heinrich. « J'ai peur, Heinrich. Pas d'Emma, mais de ce que les gens penseront. Déjà, les voisins nous regardent étrangement. Madame Brennan a traversé la rue hier en me voyant, et le père Colère, il ne nous a pas rendu visite depuis la mort de Yann. » Leurs craintes se révélèrent fondées 3 jours plus tard, lorsque Ma fit une nouvelle annonce mathématique.
Elle aidait sa mère à préparer le dîner quand elle s'arrêta soudain d'éplucher les pommes de terre et leva les yeux avec cette expression calculatrice familière. « Madame Weber sera découverte demain à 11 heures. Son mari la surprendra avec Monsieur Kellner dans le bureau de la brasserie. Il y aura de la violence. » Greta laissa tomber son couteau d'office. « Mais Emma, non, tu ne dois pas dire de telles choses. » Mais Emma poursuivit avec la même certitude mathématique qu'elle appliquait à ses leçons d'arithmétique. Madame Weber arrive à la brasserie 7 minutes plus tôt chaque semaine depuis 6 semaines. Monsieur Kellner reste 33 minutes plus tard chaque jour. Demain, Monsieur Weber entrera de sa tournée des livraisons avec 47 minutes d'avance, parce que sa jument développe une boiterie à l'antérieur gauche. J'observe la dégradation de son allure depuis 11 jours. La convergence de ces 3 variables rend la découverte inévitable. Ulrich, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, sentit sa poitrine se serrer d'effroi. Sa fille n'observait pas seulement leurs voisins, elle prédisait leur avenir avec une précision terrifiante. « Emma, comment sais-tu cela à propos du cheval de M. Weber ? Je compte ses pas quand elle passe devant notre maison. Le 1er mars, elle privilégiait ses membres droits 53% du temps. Aujourd'hui, c'était 68%. Demain, la boiterie sera suffisamment marquée pour ralentir la tournée de 47 minutes, amenant M. Weber à rentrer plus tôt. Le lendemain se déroula exactement comme Emma l'avait calculé. Wilhelm Weber surprit sa femme Anna dans une situation compromettante avec Ernst Kellner, le propriétaire de la brasserie. La confrontation qui suivit laissa Kellner avec le nez cassé et 3 côtes fêlées, tandis qu'Anna fut battue si violemment qu'il fallut appeler le docteur Müller. Le scandale ébranla la communauté soudée du quartier allemand. Mais ce qui troubla encore davantage les habitants fut la prise de conscience croissante que la petite Emma Richter avait d'une manière ou d'une autre prédit toute la séquence des événements. La nouvelle se répandit rapidement dans le voisinage. La fillette pâle, à l'esprit mathématique, avait non seulement prédit la mort de Jan Dietrich, mais aussi prévu, avec une précision inquiétante, le scandale Weber-Kellner. Les gens se mirent à chuchoter au sujet de l'étrange enfant, assise à sa fenêtre, regardant, calculant et sachant d'une manière ou d'une autre des choses qu'aucun enfant ne devrait savoir. La famille Richter se retrouva de plus en plus isolée. Les anciens amis les évitaient à l'église. On interdisait aux enfants de jouer près de leur maison, et même les commerçants du quartier allemand les traitaient avec une suspicion à peine voilée. Le poste d'Heinrich à la brasserie devint précaire. Ses collègues le regardaient avec gêne et Ernst Kellner, encore convalescent après l'attaque de Wilhelm Weber, fit clairement comprendre que la famille Richter n'était plus la bienvenue aux événements sociaux de l'entreprise. Emma, pourtant, semblait indifférente à l'hostilité croissante autour d'elle. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, son esprit mathématique traitant les données et calculant des probabilités avec une précision mécanique. Elle se mit à tenir un journal en cuir, noircissant ses pages de nombres et de dates que leurs parents n'osaient pas lire. La vue de leur fille de 11 ans penchée sur ses calculs, écrivant en colonnes nettes, leur inspirait une angoisse qu'ils n'arrivaient pas à nommer. À mesure que l'hiver cédait la place au printemps, l'isolement s'accrut. Le quartier allemand, qui autrefois leur avait semblé un foyer, paraissait désormais hostile et menaçant. Heinrich commença à envisager l'impensable, quitter Milwaukee, abandonner la vie qu'ils avaient bâtie et recommencer ailleurs, loin des chuchotements, de la peur et de la terrible exactitude des prédictions de leur fille. Mais Emma n'avait pas fini ses calculs. Le pire restait à venir, et son esprit mathématique avait déjà commencé à traiter les données qui la conduiraient aux secrets les plus sombres. En avril, alors que les premières tiédeurs succédaient aux rues d'hiver de Milwaukee, le journal d'Emma s'épaissit de notations précises. Le livre relié de cuir était devenu son compagnon constant, et elle en remplissait les pages de calculs de plus en plus complexes qui dépassaient largement les mathématiques simples. Ses parents entrevirent des graphiques traçant des schémas de comportement humain, des tableaux de suites numériques qu'ils ne comprenaient pas et des cartes détaillées du quartier allemand marquées de symboles et de mesures. La peur qu'Emma inspirait à la communauté commença à prendre des formes plus concrètes. On interdisait aux enfants de passer devant la maison des Richter. Les commerçants servaient la famille rapidement et sans conversation, et même le père Koller avait réduit ses interactions avec eux aux seuls offices. Mais l'isolement d'Emma ne fit qu'aiguiser ses compétences d'observation. Comme si l'absence de distraction sociale normale permettait à son esprit peu commun de se concentrer plus intensément sur les motifs mathématiques qu'elle percevait dans le comportement humain. Le docteur Friedrich Müller, le médecin du quartier, se montrait de plus en plus curieux à propos des capacités d'Emma.
À l'opposé des chuchotements superstitieux des voisins, le docteur Müller abordait la situation avec un intérêt scientifique. Il avait étudié la médecine à Berlin, avant l'immigrer en Amérique, et avait rencontré dans sa pratique des cas d'aptitude mentale inhabituels. Lorsque Heinrich Richter le consulta discrètement pour obtenir un avis médical au sujet de sa fille, le docteur Müller accepta d'examiner Emma. L'examen eut lieu un jeudi pluvieux dans le cabinet du docteur au-dessus de la pharmacie de Water Street. Emma se prêta aux questions et aux tests du médecin avec la même précision mathématique qu'elle appliquait à tout, répondant à chaque demande avec une exactitude détaillée, tandis que ses yeux gris restaient fixés sur un calcul invisible. « Emma, dit le docteur Müller dans son anglais avec un accent marqué, « votre père me dit que vous pouvez prédire quand certains événements vont se produire. Pouvez-vous m'expliquer comment vous faites ?» Emma le regarda avec cette intensité troublante. « J'observe des schémas et je calcule des probabilités à partir de données comportementales établies. Les gens pensent qu'ils agissent aléatoirement, mais ils suivent des suites mathématiques. Quand j'ai suffisamment de points de données, je peux prédire le comportement futur avec une forte accuracité. » Le docteur Müller se pencha en avant, intrigué malgré lui. « Pouvez-vous me donner un exemple ?» Emma consulta son journal, feuilletant les pages de notation numérique impeccables. Madame Brennan croit qu'elle garde un secret, mais son schéma est évident. Tous les mardis et vendredis, depuis 8 semaines, elle se rend à l'église à exactement 15h15, mais au lieu d'entrer pour prier, elle continue jusqu'au presbytère et y reste précisément 43 minutes. Le pâtre Kerr a également changé. Il achète des bougies et du vin supplémentaires et ses prières du soir se prolongent en moyenne de 17 minutes les mardis et les vendredis. La corrélation est statistiquement significative. Le souffle du docteur Müller se coupa. Les implications de ce que suggérait Emma sur le prêtre et la veuve étaient déjà suffisamment scandaleuses, mais la manière méthodique dont elle avait documenté ses observations était profondément troublante. « Emma, dit le docteur Müller, depuis combien de temps observez-vous les gens de cette manière ?»« Toujours, répondit Emma simplement. « Depuis que je suis très petite, mais je n'ai commencé à faire des calculs que lorsque j'ai appris les mathématiques. Les schémas sont devenus alors plus clairs. » Après l'examen, le docteur Müller parla en privé avec Heinrich et Greta Richter. Sa formation médicale lui disait que l'état d'Emma était d'ordre neurologique plutôt que surnaturel, mais il n'avait aucun cadre pour comprendre pleinement ce qu'il avait observé. « L'esprit de votre fille fonctionne différemment de celui des autres enfants, expliqua-t-il. Elle traite l'information d'une manière presque mécanique. À mon avis, il s'agit d'un état médical et non de ce que racontent les gens. » Mais même la perspective scientifique du docteur Müller ne pouvait diminuer l'effroi grandissant entourant les prédictions d'Emma. 2 jours après son examen, Emma fit une nouvelle annonce calculée. « Il y aura un incendie chez les Zimmermann dimanche soir. Il commencera à 20h47 et se propagera à 3 bâtiments adjacents avant que la brigade de pompiers volontaires ne puisse intervenir. Monsieur Zimmermann n'y survivra pas. » Heinrich ressentit le frisson familier qui accompagnait les prédictions de sa fille. « Emma, tu ne dois pas dire cela. Comment pourrais-tu savoir qu'il y aura un incendie ?» Emma consulta son journal. « Monsieur Zimmermann boit de l'huile de lampe mêlée de whisky depuis 12 jours. Je l'ai vu acheter ces 2 produits en quantité supérieure à l'usage domestique normal. Sa femme est partie hier à Chicago pour rendre visite à sa sœur, ce qui correspond au schéma des épouses qui s'éloignent avant des incidents domestiques significatifs. La cheminée de leur maison présente des dommages structurels que j'ai calculés à partir de l'angle d'émission de la fumée et du motif des dépôts de suie. La probabilité d'un incendie est de 93%. Greta se mit à sangloter doucement. La manière clinique dont Emma parlait d'une tragédie potentielle, comme si la souffrance humaine n'était qu'un autre problème mathématique à résoudre, l'effrayait plus qu'à n'importe quelle explication surnaturelle. C'était son enfant, mais elle ne reconnaissait plus la froide précision de la voix d'Emma, ni le mécanisme par lequel elle traitait des informations qui auraient dû susciter des émotions. Heinrich prit une décision qui le hanterait le reste de sa vie. Il décida d'avertir Franz Zimmermann de la prédiction d'Emma, espérant qu'une action préventive sauverait peut-être une vie et montrerait que les calculs de sa fille pouvaient servir le bien plutôt que de se contenter d'annoncer des désastres. Il trouva Zimmermann à la brasserie le samedi soir, titubant d'ivresse, empestant l'huile de lampe qu'Emma avait mentionnée. Son avertissement fut accueilli par des rires belliqueux et des plaisanteries grossières à propos de l'enfant du diable qui croit tout savoir. Mais quelque chose dans le désespoir d'Heinrich dut percer la brume alcoolique de Zimmermann, car il se promit d'être particulièrement prudent avec les lampes. Le dimanche soir arriva avec une douceur hors saison et un vent sec venu de l'ouest. À exactement 20h47, des flammes jaillirent de la maison des Zimmermann.
Le feu se propagea avec une vitesse terrifiante, dévorant non seulement le bâtiment d'origine, mais aussi 3 maisons adjacentes avant que la brigade de pompiers volontaires ne puisse intervenir efficacement. Le corps de Franz Zimmermann fut retrouvé dans la cuisine, où il était apparemment tombé en tentant d'éteindre des flammes qui avaient depuis longtemps dépassé toute possibilité de contrôle. La précision de la prédiction d'Emma, jusqu'à la minute, provoqua une onde de choc dans le quartier allemand. La tentative d'Heinrich d'avertir Zimmermann avait été vue par plusieurs ouvriers de la brasserie et la rumeur se répandit vite qu'Emma avait prédit non seulement l'incendie, mais aussi son timing exact et ses conséquences. L'inquiétude de la communauté se transforma en peur ouverte et la famille Richter se retrouva complètement ostracisée. Mais pour Emma, l'incendie n'était qu'un nouveau point de données à consigner dans son journal. Elle nota la corrélation entre sa prédiction et l'événement réel, ajusta ses calculs en fonction des variables observées et commença à traiter de nouveaux schémas avec la même précision mécanique qui avait rendu la prédiction possible. Le pire, c'est qu'elle n'avait pas terminé ses calculs. Les jours qui suivirent l'incendie chez les Zimmermann transformèrent le quartier allemand en un lieu de peur chuchotée et de regards obliques. La prédiction d'Emma avait été trop précise, trop détaillée et trop exacte pour être balayée comme une coïncidence. 3 familles, les Braun, les Collas et les Steiner, avaient perdu leur maison dans l'incendie, et la communauté peinait à reloger les sinistrés tout en tentant de digérer la réalité perturbante des prophéties mathématiques d'Emma. Heinrich découvrit que sa position à la brasserie devenait intenable. Ses collègues l'évitaient. Les conversations s'éteignaient quand il entrait, et Ernst Kellner, portant encore les marques de l'attaque de Wilhelm Weber, fit savoir clairement que la famille Richter n'était plus la bienvenue à aucun événement social de la brasserie. La précision mathématique des prédictions d'Emma avait transformé leur fille d'une curiosité en quelque chose que la communauté craignait de nommer. Emma, elle, semblait inconsciente de l'hostilité croissante autour d'elle. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, remplissant page après page son journal de calculs toujours plus complexe et inquiétant. Elle avait commencé à créer ce qui ressemblait à des matrices de probabilité, suivant simultanément de multiples variables et générant des prédictions s'étendant sur des semaines. Greta se surprenait à craindre d'ouvrir le journal de sa fille, terrifiée par les calculs qu'Emma pourrait faire au sujet de leur propre famille ou de leurs voisins. L'enfant qui avait autrefois été sa plus grande joie était devenu une source d'angoisse permanente. Les discussions d'Emma sur la tragédie humaine, son ton clinique au sujet des comportements les plus privés des gens et sa manière mécanique de traiter des informations qui auraient dû susciter de la compassion, tout cela contribuait au sentiment grandissant qu'il s'était perdu ou abîmé quelque chose de fondamental dans l'esprit de sa fille. Le point de rupture survint un mardi matin de fin avril. Emma était assise à sa place habituelle près de la fenêtre de la cuisine, observant l'animation de la rue avec son intensité caractéristique, lorsqu'elle leva soudain les yeux vers sa mère avec ses prunelles grises et calculatrices. « Maman, quelque chose ne va pas dans le schéma aujourd'hui. » Greta, qui préparait le pain à enfourner, sentit ses mains commencer à trembler. « Que veux-tu dire, Emma ?» Emma consulta son journal, feuilletant des pages de notation numérique avec une aisance acquise par la pratique. Chaque mardi, depuis 11 semaines, Madame Brennan s'est rendue au presbytère à 15h15, mais aujourd'hui, elle a quitté sa maison à 14h47 et s'est dirigée vers la rivière. Son comportement indique une détresse notable. La longueur de ses pas a diminué de 12% et son rythme respiratoire était irrégulier. Cela suggère qu'elle prépare quelque chose de définitif. La façon clinique dont Emma évoquait les intentions suicidaires apparentes de Madame Brennan emplit Greta d'horreur. « Emma, tu ne dois pas parler de telle chose. Madame Brennan est une brave femme. Jamais elle ne... » « La probabilité mathématique est de 87%, l'interrompit Emma sur le même ton qu'elle aurait employé pour parler de la météo. Les personnes qui modifient de façon spectaculaire des schémas de comportement établis tout en présentant des signes physiques de détresse prennent généralement des décisions irréversibles dans les 4 heures suivant le changement de schéma. Le schéma de Madame Brennan a changé il y a 43 minutes. Greta eut l'impression que le monde basculait autour d'elle. Réaliser que sa fille de 11 ans prédisait calmement le suicide d'une voisine avec une précision mathématique dépassait ce qu'elle pouvait supporter. Elle laissa tomber sa pâte à pain et courut chercher Heinrich qui se trouvait dans leur petit jardin derrière la maison, tentant de retrouver un semblant de normalité dans le simple fait de préparer la terre pour les semis de printemps.
Heinrich, il faut venir vite. Emma dit que Madame Brenner va se faire du mal. Nous devons faire quelque chose. Heinrich regarda le visage terrifié de sa femme et ressentit l'effroi familier devenu leur compagnon constant. Ils retrouvèrent Emma toujours assise près de la fenêtre, ajoutant des notes dans son journal comme si elle consignait une observation scientifique plutôt que de prédire une tragédie humaine. « Emma, dis-moi exactement ce que tu as observé à propos de Madame Brennan. » Emma leva les yeux de ses calculs. Elle a dévié de 28 minutes par rapport à son schéma habituel du mardi. Ses indicateurs physiques suggéraient une détresse émotionnelle sévère. Sur la base des données historiques relatives aux perturbations de comportement, la probabilité d'auto-agression est de 87%, avec un pic de probabilité entre 17h et 19h ce soir. Heinrich prit alors une décision qui révélait à la fois son désespoir et l'acceptation grandissante des capacités d'Emma. Il quitta la maison immédiatement et partit à la recherche de Margaret Brennan, suivant l'itinéraire vers la rivière qu'Emma avait indiqué. Il trouva la vieille veuve debout sur le quai où s'amarrent les bateaux de pêche, fixant l'Audoir avec une expression de profond désespoir. « Men Brennan » appela doucement Heinrich. Le visage de Madame Brennan se décomposa. « Je n'en peux plus, Heinrich. La honte, les murmures, savoir que tout le monde connaît ma faiblesse. Le père Kohler dit que c'est un péché, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour lui. Mieux vaut en finir que de vivre avec cette disgrâce. » Heinrich comprit avec horreur croissante que les observations d'Emma sur Madame Brennan et le père Kohler étaient exactes et que la vieille femme envisageait réellement le suicide plutôt que d'affronter le scandale. Il passa les 2 heures suivantes à éloigner Margaret Brennan de la rivière, la convainquant que la honte ne valait pas la peine de mourir et que le jugement de la communauté finirait par s'estomper. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Emma en train de consigner des notes finales dans son journal. « Madame Brennan n'a pas mis son plan à exécution », constata-t-elle d'un ton clinique. « L'intervention a modifié le calcul de probabilité. Je devrais ajuster mes variables pour les prédictions futures impliquant une interférence de tiers. » Heinrich fixa sa fille incrédule. Emma avait, d'une certaine manière, observé et calculé une tentative de suicide qui n'avait encore pas eu lieu. Et maintenant, elle traitait son intervention comme un simple point de données à intégrer dans ses modèles mathématiques. Réaliser que sa fille de 11 ans ne se contentait pas de prédire des événements tragiques, mais étudier la souffrance humaine avec un détachement scientifique, le remplissait d'une horreur qu'il ne savait nommer. Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement dans son lit étroit, Heinrich et Greta prirent une décision qui changerait leur vie pour toujours. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre à Milwaukee. Les capacités d'Emma, quelles qu'elles soient, avaient rendu leur vie dans le quartier Garman impossible. Plus troublante encore était la prise de conscience grandissante que leur fille ne se contentait pas d'observer et de calculer le comportement humain, mais semblait perdre le contact avec la réalité émotionnelle des tragédies qu'elle prédisait. Ils commencèrent en silence à préparer leur départ du Wisconsin, à chercher un endroit où Emma pourrait vivre sans être crainte et où son esprit inhabituel trouverait un autre défouloir. Mais Emma n'avait pas encore fini avec ses calculs, et les révélations les plus perturbantes restaient à venir. Lorsqu'Heinrich resta éveillé cette nuit-là, écoutant les bruits du quartier German qui s'endormait, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'esprit mathématique de sa fille avait mis à jour des secrets bien plus profonds que l'adultère et les tentatives de suicide. La précision de ses observations, la manière clinique dont elle parlait des tragédies humaines et la complexité croissante de ses calculs indiquaient toutes qu'Emma observait et consignait bien plus que personne ne l'imaginait. Et le plus terrifiant était qu'elle calculait encore. La révélation qui allait exposer le secret le plus sombre du quartier allemand de Milwaukee survint le 1er jour de mai 1873. Emma effectuait des calculs de plus en plus complexes dans son journal, créant des graphiques élaborés retraçant les déplacements et les comportements de pratiquement tous les adultes de leur communauté. Ses parents avaient commencé à emballer leurs affaires pour quitter le Wisconsin, espérant s'enfuir avant que la prochaine prédiction d'Emma ne détruise d'autres vies. Mais ce matin-là, tandis que la lumière printanière inondait la cuisine, Emma fit une annonce qui allait ébranler les fondations mêmes de leur communauté. « Papa » dit-elle en levant les yeux de son journal avec ses prunelles grises et calculatrices, « je dois te montrer quelque chose d'important. Mes calculs ont révélé un schéma qui explique tout. » Heinrich, qui redoutait ce moment depuis des semaines, s'assit à contre-cœur en face de sa fille. Emma ouvrit son journal à une section remplie de graphiques détaillés, de cartes et de suites numériques qui ressemblent davantage au travail d'un enquêteur chevronné qu'à celui d'une enfant de 11 ans. « Depuis 26 mois, j'observe et j'enregistre les schémas de comportement de 43 adultes de notre communauté », commença Emma avec sa précision clinique caractéristique.
Au départ, je pensais que ces schémas n'étaient que des variations aléatoires. Mais lorsque j'ai analysé les données de manière systématique, j'ai découvert des corrélations indiquant une activité criminelle organisée. Le sang d'Heinrich se glaça. « Emma, qu'es-tu en train de dire ?» Emma consulta ses graphiques avec la précision méthodique d'un professeur de mathématiques. 7 hommes de notre communauté se réunissent en secret chaque mercredi à minuit dans la cave de la brasserie Keltner. J'ai calculé leur schéma de déplacement à partir des déviations observées par rapport à leur comportement normal, des incohérences horaires dans leurs activités déclarées et des indices physiques de leurs réunions. Elle pointa une carte détaillée du quartier allemand, marquée de symboles et de mesures. « Monsieur Stenberg dit à sa femme qu'il travaille tard le mercredi soir. Mais il quitte le moulin exactement en même temps que les 6 autres et se rend à la brasserie par un itinéraire qui évite les rues principales. Le schéma est constant depuis 26 mois, avec seulement 3 exceptions corrélées à des maladies ou des urgences familiales. » Heinrich fixa la carte, reconnaissant les noms qu'Emma avait indiqués. Wilhelm Weber, Franz Keltner, Hans, le frère de Ernst, Zimmermann, le cousin de Franz, Otto Stenberg, Klaus Brennon, le mari défunt de Margaret, jusqu'il y a 3 mois, Gustav Wolf et Hermann Krüger. Emma, comment pourrais-tu connaître l'existence de réunions secrètes ? J'observe tout, papa. Chaque nuit, chaque mouvement, chaque déviation par rapport au schéma établi. Emma tourna une autre page remplie de calculs numériques. Mais les réunions ne sont pas la découverte la plus significative. Mes calculs indiquent que ces 7 hommes sont impliqués dans des vols systématiques aux dépens des brasseries, pour des pertes estimées à environ 47 000 $ sur 26 mois. Les mains d'Heinrich se mirent à trembler. La somme mentionnée par Emma représentait plus d'argent que la plupart des familles du quartier allemand n'entouraient dans toute une vie. Comment peux-tu calculer une telle chose ? L'explication d'Emma fut livrée avec la même précision mathématique qu'elle appliquait à toutes ses observations. J'ai remarqué des écarts entre les chiffres déclarés de production de bière et la production réelle que j'ai calculée à partir des livraisons observées, des ingrédients achetés et des schémas d'évacuation des déchets. La différence indiquait un vol systématique, mais il me fallait identifier les auteurs. Elle désigna des graphiques détaillant les schémas de comportement des 7 hommes. Tous présentent des schémas constants d'augmentation des dépenses qui ne correspondent pas à leurs revenus déclarés. Monsieur Stenberg a acheté des meubles neufs pour environ 300 $. Monsieur Stenberg a envoyé de l'argent à des parents en Allemagne. Je l'ai vu 12 fois au bureau de la poste avec des pacos trop volumineux pour une correspondance normale. Le schéma se retrouve chez les 7. Heinrich comprit qu'il se trouvait face à des preuves d'une conspiration criminelle que sa fille de 11 ans avait dévoilée par ses observations obsessionnelles et son analyse mathématique. Mais Emma n'avait pas fini ses révélations. L'opération de vol nécessite une connaissance interne de la sécurité des brasseries et un accès aux dossiers financiers, poursuivit Emma. Mes calculs indiquent l'implication de quelqu'un de la direction. Les schémas pointent vers Ernst Kellner lui-même comme l'organisateur du réseau. Le dernier élément de la révélation d'Emma frappa Heinrich comme un coup physique. Ernst Kellner, le propriétaire de la brasserie qui les avait progressivement écartés de la communauté, serait le cerveau d'une vaste opération de vol impliquant 7 hommes du voisinage. La précision de l'analyse d'Emma, la certitude mathématique de ses conclusions et les preuves détaillées accumulées au fil de mois d'observation convergeaient vers une vérité à la fois incroyable et terrifiante. Emma, ce sont des accusations très graves. Es-tu certaine de tes calculs ? Emma consulta une dernière fois son journal. La probabilité mathématique est de 96%. Mais papa, il y a autre chose, quelque chose qui explique pourquoi M. Kellner tente d'isoler notre famille de la communauté. Heinrich sentit sa poitrine se serrer. Que veux-tu dire ? M. Kellner sait que j'observe tout. Il m'a observé en train de l'observer. Il y a 3 semaines, il s'est approché de notre maison à 2 reprises la nuit et il est resté dehors 17 minutes à chaque fois, comme s'il calculait si j'avais découvert son secret. Son comportement indique qu'il soupçonne que je connais l'opération de vol. Prendre conscience que les capacités mathématiques d'Emma avaient non seulement mis au jour une conspiration criminelle, mais avaient aussi fait d'elle une tirbe, emplit Heinrich d'une terreur qu'il n'avait jamais ressentie. Emma ferma son journal et regarda son père de ses yeux gris troublants. « Papa, mes calculs indiquent que nous courons un danger considérable. M. Kellner et les autres ne peuvent pas me laisser poursuivre mes observations. La probabilité mathématique est de 96%, avec un pic de probabilité dans les 72 prochaines heures. »
Heinrich comprit que la dernière prédiction d'Emma ne concernait ni un incendie, ni un suicide, ni un adultère, mais la survie de leur propre famille. L'esprit mathématique de sa fille avait mis au jour une vérité qui rendait impossible leur maintien à Milwaukee, et les hommes qu'elle avait exposés n'hésiteraient pas à éliminer l'unique témoin capable de les détruire tous. Ce soir-là, Heinrich prit une décision qui sauverait la vie de sa famille. S'appuyant sur les preuves détaillées rassemblées par Emma dans son journal, il alla trouver le docteur Müller à la faveur de l'obscurité et partagea les découvertes d'Emma. Le médecin, déjà troublé par les capacités inhabituelles d'Emma, fut estonné par la précision mathématique de son enquête criminelle. Heinrich, si ce qu'Emma a calculé est vrai, nous avons affaire à la plus grande opération de vol de l'histoire de Milwaukee, jugea le docteur Müller en examinant le journal à la lumière de la lampe. Mais plus important encore, si Kellner soupçonne qu'Emma sait, votre famille est en danger mortel. Le docteur Müller accepta de les aider à fuir Milwaukee immédiatement. Grâce à ses relations médicales, il arrangea pour que Heinrich reçoive une offre d'emploi d'urgence dans une brasserie d'un lointain Minnesota, fournissant une couverture à leur départ soudain. Ils partiraient cette nuit même, avant que la prédiction d'Emma à 72 heures ne puisse se réaliser. Alors que la famille Richter chargeait ses quelques effets dans la charrette du docteur Müller à la faveur de l'obscurité, Emma fit une dernière observation qui entrait Heinrich pour le reste de sa vie. « Papa, dans environ 6 mois, l'opération de vol sera découverte par d'autres moyens. Monsieur Kellner fera face à la justice, mais 3 des 7 hommes ne survivront pas à l'enquête. Les probabilités mathématiques sont très claires. » Heinrich frissonna en soulevant sa fille dans la charrette. Même en fuyant pour sauver leur vie, Emma calculait les conséquences futures de la conspiration qu'elle avait mise au jour. Sa prédiction se révélerait exacte dans les moindres détails. À l'hiver 1873, une enquête fédérale dévoilerait le réseau de vol. Ernst Kellner serait arrêté et condamné, et 3 de ses complices mourraient dans des circonstances suspectes qui ne furent jamais complètement élucidées. Mais en cette nuit noire de mai 1873, alors que leur charrette roulait dans les rues endormies du quartier allemand de Milwaukee, Heinrich ne pouvait penser qu'à ceci. L'extraordinaire esprit mathématique de sa fille leur avait à la fois sauvé la vie et détruit le seul foyer qu'ils eussent jamais connu en Amérique. La famille Richter disparut de Milwaukee aux premières heures du 2 mai 1873, ne laissant derrière elle que des histoires chuchotées et des questions sans réponse. Le docteur Müller déclara qu'ils avaient reçu une convocation familiale d'urgence pour retourner en Bavière, mais les rares personnes qui prirent la peine de se renseigner notèrent qu'aucune liste de passagers ne confirmait leur départ d'Amérique. Ce que les habitants du quartier allemand n'apprirent jamais, c'est que Heinrich, Greta et Emma Richter s'étaient bel et bien rendus au Minnesota, où Heinrich trouva du travail dans une petite brasserie de la ville de New Ulm. Le docteur Müller avait juré de garder leur emplacement secret, comprenant que les capacités mathématiques d'Emma feraient toujours d'elle une tâche pour ceux qui craignaient la révélation de leur secret. À New Ulm, la famille Richter tenta de bâtir une nouvelle vie, loin des chuchotements et des peurs qui l'avaient chassée de Milwaukee. Heinrich retrouva dans le travail de brasserie quelque chose de familier et satisfaisant, tandis que Greta recommençait lentement à reconstruire les routines domestiques que les prédictions troublantes d'Emma avaient brisées. Mais Emma, elle, demeura inchangée. Son esprit mathématique continua d'observer, de calculer et d'enregistrer les schémas de comportement humain avec la même précision mécanique qui l'avait rendue à la fois célèbre et redoutée. Mais la révélation la plus importante arriva en novembre 1873. Lorsque le docteur Müller reçut une lettre d'Heinrich contenant la prédiction finale d'Emma concernant l'opération de vol de Milwaukee. Comme elle l'avait calculé avec une précision mathématique, les enquêteurs fédéraux mirent effectivement au jour la conspiration d'Ernst Kellner. Kellner fut arrêté et reconnu coupable d'avoir détourné plus de 50 000 $ à partir de plusieurs brasseries. Wilhelm Wieber, principal complice de Kellner, fut retrouvé mort à son domicile dans des circonstances qualifiées de suicide, mais que beaucoup soupçonnèrent être d'une autre nature, bien plus sinistre. Otto Steinberg et Hermann Krüger moururent eux aussi dans les semaines qui suivirent la conclusion de l'enquête. Steinberg dans ce qui sembla être un accident dû à l'ivresse, et Krüger d'un arrêt cardiaque soudain que le docteur Müller jugea présenter d'inquiétantes similitudes avec les symptômes de certains poisons. L'analyse mathématique d'Emma sur la conspiration criminelle s'était révélée exacte dans les moindres détails, incluant sa prédiction que tous les conspirateurs ne survivraient pas à la découverte de leur crime. La précision de ses calculs, à des centaines de kilomètres de là et des mois à l'avance, confirma ce qu'Heinrich avait fini par comprendre des capacités extraordinaires et terrifiantes de sa fille. Le quartier allemand de Milwaukee se remit lentement du scandale et de la tragédie de 1873.
L'enquête sur les vols dans les brasseries attira une attention indésirable des autorités fédérales. Mais elle mit aussi au jour un niveau de corruption qui minait la communauté depuis des années. De nouvelles familles s'installèrent dans les maisons laissées vides par les décès et les départs, et la communauté soudée se reconstruisit peu à petit sur des fondations plus honnêtes. Mais l'histoire d'Emma Richter, la fillette aux yeux gris calculateurs, capable de prédire la mort et de dévoiler des secrets par l'observation mathématique, devint partie intégrante du folklore chuchoté du voisinage. Les parents se servirent de son histoire pour avertir leurs enfants des dangers d'en savoir trop, tandis que les adultes se demandaient silencieusement quels autres secrets pouvaient se cacher derrière les façades ordinaires de la vie de leurs voisins. Le père Colère, qui avait d'abord béni les capacités d'Emma comme des dons divins, avoua plus tard au docteur Mala que les prédictions mathématiques de la fillette avaient ébranlé sa foi d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le prêtre avait commencé à se demander si certaines connaissances n'étaient pas trop dangereuses pour l'esprit humain, et si la condition d'Emma représentait une bénédiction ou une malédiction infligée à leur communauté. Au moment où l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans le quartier allemand de Milwaukee s'intensifiait. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des récits historiques de ce genre. Découvrons ensemble la suite des affaires les plus dérangeantes que l'Amérique ait à offrir. La dernière lettre du docteur Müller à la famille Richter date du printemps 1874, près d'un an après leur départ de Milwaukee. Il y rapportait que le quartier allemand était en grande partie revenu à la normale, mais que l'histoire d'Emma continuait de circuler dans les conversations chuchotées des résidents les plus âgés. Il mentionnait aussi un développement inquiétant apparu au cours de l'enquête fédérale sur les vols dans les brasseries. Les enquêteurs gouvernementaux avaient découvert que le journal d'Emma, que Heinrich avait laissé au docteur Müller comme pièce à conviction, contenait des calculs mathématiques allant bien au-delà de la conspiration criminelle immédiate. Emma avait apparemment suivi et analysé les schémas de comportement de l'ensemble de la communauté d'immigrés allemands, créant des profils détaillés de dizaines de familles et prédisant des événements futurs avec une remarquable exactitude. Les enquêteurs fédéraux, formés à l'analyse criminelle, furent à la fois impressionnés et troublés par la sophistication des méthodes d'observation d'Emma. L'esprit de votre fille fonctionne d'une manière que des enquêteurs professionnels pourraient envier, écrivait le docteur Müller. Mais j'avoue être relâché qu'elle soit loin de Milwaukee. La précision de ses observations et la certitude mathématique de ses prédictions représentent un type de connaissance que je crains trop dangereux pour n'importe quelle communauté. La dernière mention d'Emma Richter dans quelconque document historique provient d'une brève note des archives du département de mathématiques du collège de New Ulm en 1875. Le professeur Hermann Weiss y rapportait que son élève spécial avait démontré des capacités sans précédent en analyse statistique et en prédiction comportementale, mais que sa famille avait décidé de déménager à nouveau pour des raisons personnelles. Après cette entrée, Emma Richter disparut de l'histoire aussi complètement qu'elle s'est évanouie de Milwaukee pour cette nuit sombre de mai 1873. Ce qu'il advint de la fillette capable de calculer le comportement humain avec une précision mathématique demeure inconnu. Certains chercheurs ont avancé que des familles comme les Richter, ayant des enfants dotés de capacités inhabituelles, ont délibérément préservé leur anonymat pour se protéger à la fois de l'exploitation scientifique et de la persécution sociale. L'histoire d'Emma Richter constitue un des rares cas documentés où de telles capacités ont été consignées avec suffisamment de détails pour en comprendre l'ampleur et les implications. Ce mystère montre que l'esprit humain demeure l'une de nos plus grandes énigmes, capable de développer des facultés extraordinaires, qui défient notre compréhension de l'intelligence, de l'observation et de la prédiction. En 1873, l'approche mathématique d'Emma Richter vis-à-vis du comportement humain passait pour divine ou démoniaque. Mais la science moderne reconnaît que des états comme le syndrome savant, les troubles du spectre autistique et même l'hypothermie peuvent engendrer des esprits qui traitent l'information d'une manière paraissant presque surnaturelle à ceux qui ne comprennent pas les mécanismes neurologiques en jeu. Que pensez-vous ? Croyez-vous que tout a été révélé, ou pensez-vous que les capacités d'Emma allaient encore plus loin que ce que nous avons découvert ? Laissez votre commentaire dessous et dites-nous si vous avez déjà rencontré quelqu'un aux capacités mentales extraordinaires similaires. Si ce récit vous a plu et que vous voulez d'autres histoires d'horreur de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec un amateur de mystère. Ces affaires historiques nous rappellent que les vérités les plus effrayantes se cachent souvent à la vue de tous, attendant l'esprit adéquat pour en calculer les terribles secrets.
L'affaire Emma Richter montre que parfois, les découvertes les plus terrifiantes ne proviennent pas de forces surnaturelles, mais de l'application implacable de la logique mathématique au comportement humain. Dans un monde où nous croyons nos secrets à l'abri, l'existence d'esprits capables d'une observation et d'un calcul aussi précis nous rappelle que la vie privée n'est peut-être qu'une illusion, et que les motifs que nous pensons dissimulés peuvent être visibles pour ceux qui savent regarder et comprendre.